Leaders Masterclass est un lieu d'échange et de partage. Notre objectif ? Vous aider à mieux connaître les leaders et leurs histoires. Découvrir leurs engagements et la manière dont ils les concrétisent au sein d'entreprises qu'ils ont créées ou rejointes. Quelles histoires personnelles les ont amenés à défendre certains sujets plus que d'autres ? Comment ont-ils concrétisé leurs croyances dans le monde professionnel ? Vous le découvrirez dans le podcast Leaders Masterclass. Bonne écoute ! Dans cet épisode, nous échangeons avec Alain Roumignac, président de Manpower Group France. Rien ne le prédestinait à devenir le patron engagé que nous connaissons aujourd'hui. Il commence sa carrière au sein d'IBM France comme chef des ventes, avant de rejoindre Osiatis, puis Manpower Group. Alain a accepté de revenir sur son parcours, une aventure humaine incroyable et inattendue. Il revient également sur les challenges qu'il a pu rencontrer, tant personnels que professionnels. Un échange enrichissant et un message fort autour de l'égalité des chances. Alain Roumignac, donc je suis effectivement le président du groupe Manpower en France et je suis originaire d'un tout petit village, on va dire du Grand Sud-Ouest puisque c'est la Haute-Vienne, en gros 60 km au nord de Limoges. J'avais des parents donc agriculteurs et donc, voilà, donc c'est d'où je suis originaire. Et puis j'allais très vite, donc je suis resté dans le coin pour mon école primaire, mon collège. Et puis j'ai fait le choix pour le lycée d'aller vers un lycée technique. J'avais envie de commencer à toucher les choses, pas simplement de faire des matières scientifiques, mais des matières scientifiques et technologiques. Et donc ça a été pour moi d'ailleurs la première rupture, c'est-à-dire à 14 ans, en seconde, donc aller, qui m'a ensuite naturellement emmené vers des classes préparatoires technologiques qui m'ont préparé à l'école d'ingénieur que j'ai ensuite intégrée, les arts et métiers, voilà, où j'ai fait les 2 premières années à Bordeaux et la dernière année, comme tout le monde, à Paris. J'ai quitté son environnement familial à 14 ans. Ouais, c'est quand même, ça a une certaine dureté. Enfin, je veux dire, ça vous forge aussi le caractère et ça vous oblige sans doute à être autonome plus vite. Voilà. Et donc, et ce qui fait que d'ailleurs, déjà à ce moment-là, et je commençais à chercher des responsabilités. Déjà, donc par exemple en terminale, c'était moi qui représentais, donc à l'époque, ce qu'on appelait un bac E, donc il y avait 2 classes. C'était moi qui représentais l'ensemble des élèves qui étaient en terminale. Donc ça m'a amené à changer, on va dire quelque part, si j'utilisais ce terme, à me transformer, et ça m'a amené, je dirais quelque part, à prendre de plus grandes responsabilités, toujours vouloir, non pas être simplement sur le devant de l'affiche, mais s'il y avait besoin de quelqu'un, pour représenter les autres et pour fédérer les énergies, dès ce moment-là, j'ai commencé à prendre ces responsabilités. Et puis, sans doute aussi que, assez naturellement, et ça m'est arrivé plusieurs fois, assez naturellement, j'ai pas eu besoin de venir solliciter le suffrage des autres, c'était plutôt... J'ai souvent eu l'occasion d'être celui qui rassemblait les autres. Et donc si un certain nombre de fois, parce que je pense que j'ai jamais cherché particulièrement la lumière, mais c'est plutôt les autres qui m'ont mis la lumière en disant écoute, il y a besoin de quelqu'un, voilà, on a confiance en toi, on a justement confiance dans ta capacité à servir l'intérêt général plus que ton intérêt particulier. Et donc, voilà, donc ça m'a amené dès ce moment-là à être mis en avant, plus que de me mettre moi-même en avant. Puis ensuite, lorsque j'ai été aux arts et métiers, je me suis retrouvé président de l'association des élèves. Voilà, et donc, et plutôt, encore une fois, en étant le porte-parole des autres, celui qui coordonne le travail de tous, plus que celui qui dit suivez ma bannière, je vais vous montrer la voie. C'est pas particulièrement mon style. Mon style, c'est plutôt de fédérer et d'être un catalyseur des énergies de tout le monde. Je jouais au rugby le jeudi et au foot le dimanche. Donc
où j'étais né, c'était plutôt une culture de football, donc, et je jouais avec mes copains, et j'ai joué même en ayant commencé à travailler, et puis d'abord à Limoges et encore plus à Bordeaux. Donc j'ai découvert le rugby, ça m'a passionné, aussi un sport d'une grande fraternité, qui peut aussi avoir des moments de brutalité mais qui est un sport de contact, et sans doute aussi ça me permettait de catalyser une partie de mon énergie. Et finalement, avec quelque part un peu, j'ai un non-choix, ou si vous voulez, ou si je le dis différemment, ou un choix qui est toujours le même, c'est avec mes copains de la semaine, je jouais au rugby, avec mes copains du week-end, je jouais au football. Je suis allé trouver dans ces équipes-là, j'irais le contact, quelque part la fraternité, que je n'avais pas dans ma famille, en étant seul. Et en plus, non seulement j'étais seul, mais j'étais dans un endroit isolé. Donc, je ne retrouvais pas en bas de l'immeuble tous les copains de l'immeuble avec lesquels j'allais jouer. Donc, vous savez, nos histoires personnelles sont souvent bâties sur la façon dont on évolue, sur nos histoires personnelles et la façon dont on a grandi et qu'est-ce qu'on allait chercher. Donc c'était un choix naturel qui était déjà anticipé depuis un certain nombre d'années, depuis le moment où j'avais intégré donc le lycée et une filière plutôt orientée scientifique et technologique. C'était la voie naturelle dans laquelle je devais aller. Alors je sors et je me dis, je vais aller en usine. Parce que, somme toute, quand on sortait des arts et métiers à ce moment-là, donc ingénieur plutôt à vocation ingénieur mécanicien, il y avait deux possibilités. Soit vous alliez concevoir des produits en bureau d'études, soit vous alliez les fabriquer en usine. Et donc, moi, mon choix, sans doute lié aussi à ce qu'était ma personnalité, c'est je vais aller en usine. Donc, c'était mon mantra, et en disant, ça va être une aventure humaine. J'avais déjà eu quelques expériences de cette nature-là pendant des stages ingénieurs où il y avait eu des discussions, mais je considérais d'abord que moi, je venais du même milieu que ces gens-là. Donc, j'avais l'école de la République m'avait permis d'atteindre ce niveau. Je fais peut-être une parenthèse, je ne suis pas certain d'ailleurs que l'école de la République d'aujourd'hui permette à ceux qui viennent du même endroit d'avoir le cheminement que j'ai pu avoir sans le support de ses parents. Je ferme cette parenthèse. Donc c'est ça mon envie. Il se fait que je pars à l'époque faire mon service national et je me retrouve enseignant dans une école de l'aéronautique navale à Rochefort-sur-Mer. Voilà, pendant 12 mois pour donner des cours à des gens qui soit rentrent dans la marine, soit ont déjà une première expérience à la marine, reviennent en formation pour pouvoir continuer à évoluer. Donc je fais ça pendant 12 mois, c'est extrêmement riche, et au même moment, je me lance dans ma démarche de recherche d'emploi de l'usine pour faire face à la CGT. Bon, j'envoie un certain nombre de CV, et j'ai un certain nombre de retours. Je vais rencontrer dans un forum les équipes d'IBM, ça m'avait semblé intéressant. Et chez IBM, mon dossier se perd. Et au lieu d'aller au service de recrutement pour les usines, il va aux services commerciaux. Et donc, je suis convoqué pour des entretiens d'embauche avec des tests à faire pendant 3 ou 4 heures. Et lorsque j'ai entretien avec un psychologue chez IBM, on me dit « Ah ben monsieur, alors là on est absolument désolé, mais c'est pour les services commerciaux. Et donc, si vous voulez aller dans les usines, c'est pas ici, il faudra revenir. » Mais on me dit « Mais vous savez, on pense que vous avez un bon profil pour nos services commerciaux. » Et quelque part, mon idée à l'époque, c'était
je fais de l'usine pendant un certain temps, puis après, si je peux évoluer vers des métiers technico-commerciaux autres, ça pourrait être intéressant. Et là, on me dit, mais écoutez, de toute façon, vous y connaissez rien, c'est pas grave, on va vous former pendant 15 mois sur tout ce que vous ne connaissez pas, l'informatique et le commerce. Bon, je franchis pas complètement le pas, et je me dis, mais finalement, c'est pas si inintéressant que ça, et puis encore une fois, c'est des rencontres avec un certain nombre de gens, et je dis, pourquoi pas l'informatique, mais technico-commerciale. Voilà. Et donc, j'intègre IBM, je pars 15 mois en formation, à mi-temps dans une agence commerciale, à mi-temps en formation, et où on m'apprend toutes les techniques du commerce, même si j'étais technique commerciale, et surtout, on m'apprend l'informatique que je n'avais à peu près absolument pas fait à l'école. Et donc, je rentre chez IBM, on me met quand même dans une agence qui s'occupe de clients industriels, considérant quand même que peut-être que je les comprendrais un petit peu mieux. Donc, voilà, donc c'est un concours de circonstances qui a fait que j'ai bifurqué dans un secteur, l'informatique, sur lequel j'étais absolument pas préparé, et sur des métiers pour lesquels je n'étais pas non plus préparé, mais simplement, c'est que de toute façon, à ce moment-là, comme il n'y avait personne qui était formé sur ces sujets-là, une grande entreprise comme IBM, et qui avait d'immenses moyens à ce moment-là, formait donc des jeunes, et en plus avec des volumes relativement significatifs, pour pouvoir donc faire face à ces enjeux, avec des enjeux de croissance extrêmement importants au milieu des années 80. Bon, d'abord, donc j'intègre IBM, ça se passe plutôt bien. Donc on me met dans un parcours de carrière relativement rapide. On me fait passer manager commercial sans avoir été commercial moi-même. Je découvre la vie professionnelle en province. Donc je pars au début des années 90, 3 ans à Nantes. Voilà, très beau résultat, donc ça se passe bien, et donc au bout de 3 ans, quitté le cycle, je reviens chez IBM, et puis là, bon, je me retrouve dans un monde qui est un monde de managers commerciaux, voilà, qui n'est pas complètement le mien, et où, quelque part, je tombe avec des gens qui sont plus ambitieux que moi, qui ont peut-être aussi sur l'aspect commercial un peu plus de talent, et donc je bifurque à un moment où IBM fait cet investissement dans le monde des services. IBM crée des divisions services importantes, donc je fais ce choix à ce moment-là, de quitter l'IBM que je pourrais appeler mainstream, vers les services. À ce moment-là, IBM décuple ses investissements sur les services. Je suis là et je suis aspiré par donc cette dynamique dans les services, et ce qui fait qu'à moins de 40 ans, je me retrouve en charge d'une des plus grosses divisions, de services d'IBM France, 4000 collaborateurs à redresser, voilà, et donc c'est première expérience de management à grande échelle, dans un environnement, donc je suis à l'intérieur d'IBM, mais avec sa complexité, ce sont les équipes de maintenance, donc là on retrouve un environnement socialement plus sensible que les autres. Voilà, et à partir de ce moment-là, je développe, on va dire, de nouveaux savoir-faire, de nouvelles expertises, diriger, encadrer, savoir fédérer des équipes. Voilà, et c'est à partir de ce moment-là que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui, et quelque part j'applique aujourd'hui plus ou moins les mêmes savoir-faire que ceux que j'ai commencé à appliquer lorsque j'ai pris ces responsabilités en 1999. Je sais trancher, mais je n'aime pas le conflit. Alors quand je dis je n'aime pas le conflit, c'est que peut-être que je ne l'aime pas, mais quand je dis que j'aime pas le conflit, ça serait antinomique dans sa signification première si je ne disais pas que je sais trancher éventuellement dans le vif, y compris pour se séparer de gens et ainsi de suite. Donc c'est pas que j'aime pas je ne sais pas faire des choses difficiles, mais que je considère que le conflit n'est pas porteur de valeur. Au contraire, le conflit
est plutôt porteur de destruction de valeur. Donc, je considère que ce qui est le plus important, c'est la dynamique d'équipe. Et que, donc, une structure, c'est des talents, et il faut, si possible, avoir les meilleurs sur chacun des rôles. Mais ce qui est peut-être encore plus important, ou tout au moins aussi important, c'est que ces talents-là, ils sachent travailler ensemble pour être capables de décupler ce qu'est leur propre capacité. Et que c'est ma responsabilité que de faire en sorte d'avoir les bonnes personnes aux bons endroits et de faire en sorte qu'elles travaillent intelligemment ensemble, qu'elles se respectent et que ce soit par un travail d'équipe qu'elles réussissent à avoir le plus haut niveau de performance. Voilà. Donc c'est ça, et très vite, donc j'adhère à ces sujets-là. Il y avait des équipes de coachs chez IBM qui travaillaient sur ces sujets. Il y avait des gens qui étaient peu sensibles à cette approche-là et qui d'ailleurs, eux, considéraient que justement, c'est par des tensions dans l'organisation qu'on réussissait à avoir le meilleur. Et certains réussissaient extrêmement bien. Voilà. Mon modèle à moi, c'était pas celui-là, et ça n'a pas plus été celui-là depuis ce moment-là. C'est, voilà, il faut avoir les meilleurs aux bons endroits et faire en sorte qu'ils travaillent ensemble vers un objectif commun. Tout est une question de respect. Il faut respecter les gens que vous avez en face de vous et il faut vous faire respecter. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'était CGT ou autre, mais chaque fois en particulier, j'ai toujours eu beaucoup d'écoute, en particulier vis-à-vis des organisations syndicales. Je les ai toujours respectées. J'ai toujours, et on a souvent acté que sur un certain nombre de sujets, on n'était pas d'accord. Bon, donc voilà, c'est pas pour savoir bien travailler avec un certain nombre de gens, il ne faut pas toujours être d'accord avec eux. Il faut juste d'abord qu'ils comprennent ce que vous faites, pourquoi vous le faites. Et qu'encore une fois, ils aient le sentiment que vous les écoutez, et que vous les écoutez. D'ailleurs, l'écoute, c'est pas juste dites-moi ce que vous avez à dire, très bien, écoutez, maintenant je me retire, je vais prendre ma décision. Je veux dire, c'est quelque part en prendre, en laisser. Sans doute que dans un certain nombre de cas, on en laisse plus qu'on en prend. Mais d'abord, premièrement, les échanges avec quiconque, il y a toujours à en retirer quelque chose. Et même si vous êtes en opposition assez frontale sur un certain nombre de sujets, il y a quand même toujours quelque chose, il faut toujours être relativement ouvert. Et puis, je vous dis, ça se passe bien à partir du moment où les gens vous respectent. Et pour être respecté, il faut être respectable. Voilà, donc ça a toujours été, moi, mon sujet, et en particulier, vous évoquez les relations avec les syndicats, ils ont, je pense, toujours su qui était le chef. Voilà. Mais je pense qu'ils ont toujours eu le sentiment que quand on échangeait, on échangeait sincèrement, qu'on se disait les choses en face, qu'ensuite chacun assumait ses responsabilités, et que globalement, bon, de temps en temps, j'ai des points d'irritation ici ou ailleurs, mais que ça s'est, je pense, toujours, j'avais passé raisonnablement. Peut-être qu'un certain nombre vous diront non, c'est pas passé raisonnablement parce qu'il ne nous a pas suffisamment écouté. Bon, très bien, ok, mais j'étais là aussi pour mon job. Voilà, ce que j'ai souvent dit, par exemple, aux syndicalistes, et je dis, écoutez, ne me reprochez pas d'être au service du grand capital. C'est le choix que j'ai fait. Voilà, donc je l'assume. Voilà, je ne vais pas vous dire que je suis là pour ça. Maintenant, je crois à des relations qui sont apaisées et au respect de l'ensemble de nos équipes et des gens qui les représentent. Voilà. Maintenant, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Déjà, on va essayer de s'écouter, on va essayer de se comprendre. Je vais vous dire pourquoi on fait les choses. Je ne vous cacherai jamais rien et je ne vous ferai pas de coups dans le dos. Voilà. Et ce que j'aimerais, c'est que ça puisse être réciproque. Et globalement, je pense qu'on y est à peu près réussi. Non, mon départ d'IBM était un départ j'ai réfléchi et j'ai d'abord décidé de quitter IBM avant de rentrer ailleurs. Considérant que j'avais plus les moyens, on ne me laissait plus les moyens de mettre en œuvre
ce qu'il fallait que je mette en œuvre pour réaliser ce qu'on me demandait de réaliser. Et que j'étais plus qu'un pion dans l'organisation, même si l'organisation était importante, mais j'étais plus qu'un pion, et il fallait que pour un oui, pour un non, je demande l'autorisation, et d'ailleurs auprès d'un certain nombre de gens que je ne respectais pas. Quand je dis respectais pas, c'est que je ne considérais pas qu'ils avaient une légitimité supérieure à la mienne pour me donner l'autorisation de faire quelque chose. Donc quand je suis arrivé à ce constat-là, j'avais eu la chance d'avoir été avec les pionniers qui avaient développé l'activité service chez IBM, qu'on avait fait avec une grande autonomie. Quand l'autonomie s'est montrée trop limitée à ce moment-là, j'avais 45 ans, ça faisait 20 ans que j'étais passé chez IBM, j'ai dit ok, je pars. Et donc je suis parti dans une société de services intermédiaire, 3000 personnes, cotée en bourse, mais également détenue majoritairement par un fonds d'investissement. Bon, donc j'ai découvert le monde des fonds d'investissement, le monde des sociétés cotées en bourse, et le monde globalement de la PME, où c'est l'entreprise, elle est ce que vous en êtes. Je co-dirige cette entreprise avec quelqu'un d'autre. Voilà, donc aussi la difficulté de se retrouver avec pas obligatoirement d'accord sur tous les sujets, bien gérer la relation avec les actionnaires, mais une relation aussi extrêmement directe avec l'ensemble des équipes, et surtout un impact extrêmement fort, c'est que chaque décision, quand vous êtes chez IBM, vous êtes dans un système. Vous prenez un certain nombre de décisions, mais vous êtes quand même encadré par le système. Là, système zéro. Là, c'est qu'est-ce que je fais, comment. Donc, des responsabilités plus importantes, moins de support de la part d'autres, et un impact encore plus grand dans les décisions que vous prenez. Donc, je découvre ça, j'y reste pendant 4 ans. Et à la fin, l'actionnaire cherchait à vendre. Moi, j'avais plutôt envie de développer l'entreprise. Il ne voulait pas prendre de risques par rapport à sa vente. Donc à ce moment-là, donc à nouveau, comme j'avais déjà fait gérer le mouvement, donc au bout de 4 ans, on se met d'accord, on est en train de s'énerver mutuellement. Donc je pars, je fais super bien de partir, et lui, 18 mois après, il vend dans des conditions absolument superbes, il fait très bien, il fait bien de vendre. Voilà, donc on se sépare en raisonnablement bonne entente et pour le bénéfice des uns et des autres. Sur cette base-là, moi je me dis, tu as démontré que tu savais gérer une entreprise d'une taille assez significative, d'être assez autonome, que tu sais quand même travailler, tu as compris comment ça se passait avec des fonds d'investissement, tu as regardé des cibles potentielles d'acquisition dans le domaine des services numériques, écoute, pourquoi tu ne ferais pas cette opération pour toi, aller racheter des sociétés en t'associant avec des fonds d'investissement, et puis la développer, que ça soit ton aventure personnelle. Bon, je pars sur ces sujets, donc voilà, je m'associe avec une petite banque d'affaires qui m'aide pour me coacher, pour m'aider et aller travailler sur des cibles et aller trouver des fonds d'investissement. Et en parallèle, le marché apprenant que je quitte ma société, je suis sollicité par un certain nombre d'entreprises qui me disent, est-ce que, des gens que je connais, est-ce que tu voudrais venir travailler avec nous? Et mon projet, c'est pas celui-là. Et de fil en aiguille, j'ai dit, mais si vous avez besoin d'un coup de main, d'un conseil, pourquoi pas? Donc, pendant 1 an, je mène quelque part une double vie. Je travaille sur mes projets de rachat de société. Et on travaille sur des projets, y compris où il faut mettre 100 millions sur la table, et on réussit à les trouver. Bon, après, il faut convaincre les vendeurs que c'est le bon prix, le bon projet, et ainsi de suite. Et à mi-temps, je fais du conseil, on va dire de nature stratégique, auprès d'un certain nombre d'entreprises qui me disent j'ai un problème là, tu as ton expertise, tu viens quelques jours, quelques dizaines de jours, et tu me dis ce que tu en penses. Voilà. Et donc je fais ça pendant une petite année, et je reçois un appel
de Françoise Gris, qui était la présidente de Manpower, que j'avais connue en tant que présidente d'IBM à ce moment-là, et qui me dit: Alain, j'ai compris que tu étais sur le marché. Écoute, je voudrais développer les activités de services numériques. Finalement, parce que c'est développé dans d'autres pays dans le groupe, pas en France, et pas non plus en Europe du Sud, dont j'ai la responsabilité. Est-ce que tu es prêt à venir m'aider? Je lui raconte mon histoire, je suis prêt à venir t'aider, Françoise, mais comme indépendant et à peu près mi-temps, parce que j'ai d'autres projets. Et donc j'arrive ici pendant 3 mois, comme indépendant. Voilà, je travaille, j'analyse d'abord ce qu'ils ont déjà fait, qu'est-ce qu'ils veulent faire, je leur fais une analyse de marché, je regarde les cibles potentielles et ainsi de suite. Mes projets ont un peu de mal à aboutir. Donc j'ai le deuxième, donc je rate un premier projet, j'en rate un deuxième. Et à ce moment-là, la stratégie est à peu près calée de ce qu'il faut faire chez Manpower Group. Et ils me convainquent de les rejoindre. Et je leur dis: écoutez, je vous rejoins pendant 2 ans. Je vous aide à monter votre stratégie, vous aide à faire des acquisitions. Voilà, c'est plutôt quelque chose qui m'intéresse. Je vous bâtis l'équipe qui vous gérera tout ça. Et dans 2 ans, je repars à mes projets initiaux de rachat de société. Très bien, voilà, on rachète 2 sociétés importantes en France. On rachète une société en Israël. Je travaille sur des projets en Italie, en Turquie. Voilà, donc ça se passe comme c'est prévu. Voilà. Et au bout d'1 an, Françoise Gris me dit: écoute Alain, je pars. Je vais pas anticiper le sujet. Mais elle me dit: sois pas triste, parce que finalement le groupe pense à toi pour prendre la succession. Je fais: t'es sûr? Il y a un business qui fait 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Là, sur mon périmètre, à l'intérieur du groupe, je travaille sur quelque chose qui fait 200 millions. Et puis, je suis en dehors du core business. Si, mais je t'assure, on pense que tu es capable de faire. Voilà. Et c'était il y a un peu plus de 9 ans. Voilà, donc après, j'ai dit: voilà, pourquoi pas. Et puis après, je me suis quelque part pris au jeu, travaillé sur le développement du groupe, sa transformation. Devenir aussi quelque part un acteur public, reconnu sur l'expertise du marché du travail. Et ce qui fait que... et puis, et dans un contexte où j'ai retrouvé, même si c'est dans une entreprise américaine, l'autonomie que je n'avais plus et pour laquelle j'avais quitté IBM, c'est-à-dire à l'intérieur d'un grand groupe, mais une très grande autonomie. Le fait aussi que la France soit le premier marché, d'être membre du comité exécutif au niveau groupe, ça aide aussi sur l'autonomie. Je suis sûr que si un pays plus petit n'a bien sûr pas l'autonomie que je peux avoir ici, et donc, donc je fais cet exercice, au début avec quand même une certaine inquiétude, parce qu'en me disant: et la taille, et le métier, et les contraintes, et ainsi de suite, est-ce que je saurais faire? Et puis finalement, les choses se passent. J'applique les mêmes méthodes que j'ai toujours appliquées. Je suis curieux suffisamment pour comprendre le métier, parce que je pense que c'est absolument un incontournable. Et je vous dis, ça fait maintenant un peu plus de 9 ans que j'ai le plaisir de diriger Manpower Group en France. Je vous ai raconté mon histoire. Et c'est pour ça que je suis très sensible à l'égalité des chances. L'égalité des chances, avoir les mêmes chances de destin les uns que les autres. Je dis, j'ai rien prédestiné à avoir la carrière, la vie que j'ai eue. Et donc, et c'est parce que, une fois, un certain nombre de gens, très majoritairement au sein de l'éducation nationale, m'ont aidé à trouver ma voie. Que je suis plus sensible, là encore, à l'égalité des chances, c'est que on va faire en sorte d'aider chacun donc dans avoir son égalité des chances. J'ai le sentiment, sans rentrer dans le débat politique, que aujourd'hui, l'éducation nationale, de la façon dont elle est organisée, est moins structurée pour accompagner
et en particulier ceux qui n'ont pas la chance d'avoir des parents qui connaissent les codes, ce qu'on appelle les accompagnés, pour avoir autant d'égalité des chances. Donc ça, c'est mon premier combat. En tout cas, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Cette notion d'égalité des chances, que quelque part cette chance que j'ai eue, tout le monde puisse avoir cette même chance, et s'il a, on va dire modestement, le talent, l'envie de faire les choses, qu'il puisse les faire. Deuxième sujet, c'est spécifique à la maison Manpower. On voit arriver, en particulier dans nos agences, beaucoup de gens, beaucoup de jeunes, sans qualification, et qui ont beaucoup de mal à s'insérer sur le marché du travail. Dont même certains qu'on ne peut pas insérer nous-mêmes. Donc il faut d'abord qu'ils passent par des structures d'insertion avant qu'on soit capable de les insérer. Donc nous sommes tous, mes équipes sur le terrain, l'ensemble de l'équipe de management, sensibles à cette situation, qui est de dire, il faut qu'on donne la chance à tous. On le fait au travers de tout ce que l'on fait. On essaie d'apporter toujours plus de protection, donc entre autres à nos intérimaires. On a beaucoup travaillé depuis que je suis là au niveau de la profession. Je prends un rôle important au niveau de la profession sur créer le CDI intérimaire. Aujourd'hui, on doit en avoir 50 000 en poste au niveau de la profession. Donner une mutuelle à tout le monde, de la protection, de la prévoyance, autant de sujets tels que cela. Les accompagner. Et puis, de cette façon, et c'est pour ça, par exemple, nous, on a une fondation aussi, Manpower Group, qui est en aval, c'est de se dire, ou en amont, tous ceux qui ont des difficultés et qui éventuellement, nous, on arrive, qui n'ont même pas le minimum de compétences ou de savoir-être pour qu'on puisse les intégrer, il faut qu'on soit capable de les accompagner, parce que sinon, on va les laisser sur le bord du chemin. Bon. Voilà, donc il y a cette vision, je dirais quelque part un peu personnelle, qui m'a apporté, j'avais sans doute cette approche humaniste des choses, plus ce que nous sommes, ce que nous voyons, et sur lequel on ne peut pas être insensible à ce qu'est le monde qui nous entoure. Donc à partir de ce moment-là, je pense qu'on a essayé d'être très engagé sur tous ces aspects, et quand s'est présenté donc le fait de reprendre la présidence de la Fondation Agissons contre l'exclusion, dans un moment très critique, puisqu'elle venait d'être déclarée donc en procédure de sauvegarde, et que là encore, on est plutôt venu me chercher. J'ai considéré que c'était mon devoir de le faire. Donc j'ai considéré que c'était mon devoir de le faire, et que d'ailleurs, si je ne le faisais pas, je n'étais pas certain que quelqu'un d'autre le fasse, c'est qu'auquel cas, c'était ce qu'à dire, puis les fondations fassent, elle pouvait donc disparaître. Et donc, j'y ai passé 20 ou 30% de mon temps sur la dernière année. Bon, voilà, on sort de sauvegarde, très bien. Donc le job est fait, et je l'ai fait par devoir. Quelque part par devoir. Quand je dis par devoir, c'est, encore une fois, je ne l'ai pas fait pour prendre la lumière sur ce sujet-là. Voilà, il y avait un flambeau à terre, il fallait le relever. Voilà, je me suis dit, est-ce que je saurais le faire? Bon, beaucoup de gens m'ont dit, écoute, il faut que tu le fasses. Et donc, on me dit, on a besoin de toi. Donc, en particulier, là, c'est le genre de sujet sur lequel j'ai toujours du mal à dire non. Si quelqu'un me dit, j'ai besoin de toi, j'ai plutôt tendance à faire et à pas me rétracter. Donc, et parce que, là encore, c'est 600 collaborateurs au travers de la fondation de ces clubs qui dépendent de la survie de la fondation, et c'est 300 000 personnes auxquelles on apporte un certain nombre de services en termes de précarité énergétique, de violences faites aux femmes, d'insertion, d'aide aux migrants, d'aide aux prisonniers, voilà, autant de sujets sur lesquels ce très bel outil était en danger, alors qu'il a une raison sociale extrêmement importante, et que c'était important de faire cette opération. Et j'ai toujours dit d'ailleurs, je vais faire ce cheminement-là, je pense que ça sera intéressant, sans doute, a priori, que d'ailleurs ce soit d'autres qui reprennent le flambeau derrière pour la redévelopper à nouveau.
Mais voilà ce que sont les moteurs qui font qu'aujourd'hui je suis impliqué sur ces sujets-là et pour faire en sorte de donner l'égalité des chances à chacun. Je suis fondamentalement, je crois fondamentalement dans la méritocratie. Hein, et donc je ne suis pas pour l'assistanat. Je dis, mais par contre, ce qu'il faut, c'est que tous ceux qui ont envie et la capacité, il faut absolument qu'on les aide à réussir. Et il y a plein de gens qui, justement, méritent qu'on puisse les aider. Il y a aussi d'autres gens d'autres personnes, parce qu'elles n'ont pas la capacité, elles vont avoir des handicaps, et ainsi de suite. Alors celles-là, il faut aussi les accompagner. Il faut pas, je ne voudrais pas que mes propos sur l'assistanat soit mal interprété, mais c'est en particulier, je pense que c'est donner sa chance absolument à tout le monde, au plus grand nombre, de façon à ce qu'on n'assiste que ceux qu'il faut absolument assister, parce que malheureusement, ils ont des difficultés et qu'on a du mal à compenser au travers de l'ensemble de nos actions. Je pense que le jour où je serai débordé, c'est qu'il y aura quelque chose qui ne va plus pas, et il faudra peut-être d'ailleurs que je décide d'arrêter. Et pour une simple raison. Je ne fais pas le travail de mes collaborateurs. Je pars d'un principe simple, c'est quand vous faites le travail d'un de vos collaborateurs, c'est que d'abord, a priori, votre collaborateur n'est pas à sa place, et vous n'êtes pas la vôtre. Donc, à partir de ce moment-là, moi, dans l'équipe, moi je suis un membre, donc dans mon COMEX de 9 membres, j'ai une place. Hein, les autres, ils ont aussi chacun leur place et on travaille tous en équipe. Donc à partir de ce moment-là, donc, je fais confiance donc, aux gens qui travaillent avec moi. Hein, je fais confiance, je contrôle que les choses se passent bien, c'est qu'on sait ce qu'on a à faire, on le fait, on a les résultats. Et donc, moi, je me retrouve là, en chef d'orchestre sur ces sujets-là, c'est vrai sur la fondation. Et d'ailleurs, ce qui me semble être ce que les gens qui travaillent avec moi attendent. Ils attendent que je leur laisse des responsabilités et qu'ils soient capables d'assumer ces responsabilités. Donc à partir de ce moment-là, et je fais toujours en sorte aussi, il me semble aussi que c'est ma responsabilité, c'est d'essayer peut-être de penser un coup en avance. Et de façon à être toujours en train de penser un coup en avance, c'est soit toujours me poser la question, c'est est-ce que ce que je fais, c'est ce qu'il faut faire? Et est-ce qu'il n'y a pas des endroits où ça ne se passe pas comme il faudrait? Et donc toujours avoir ce regard pour regarder et où est-ce qu'il faudrait améliorer les choses, et puis penser un coup en avance. Et ça nécessite de ne pas être en permanence sous pression. Et je pense qu'on est capable de très bien le faire à partir du moment où je vous dis, vous laissez la main aux personnes à qui vous avez fait confiance en les nommant, que vous avez aidé, que vous avez coaché, vous avez fait en sorte qu'elles travaillent ensemble. Et que si vous êtes dans cette démarche-là, vous n'avez pas besoin d'être dans le micro-management perpétuel, et donc ça vous laisse du temps, et en plus les gens vous en sont plutôt reconnaissants, parce qu'eux, ils peuvent véritablement mettre en place ce qu'ils considèrent être bon pour réaliser leur activité. Et puis après vous avez aussi un rôle de jugement, éventuellement de sanction par rapport à ça. Mais je fais en sorte de n'être jamais débordé, et en particulier sur certains sujets, sur des engagements clients et ainsi de suite, je me pose la question, c'est est-ce que tu as de la valeur ajoutée? Oui, non, si tu n'en as pas, tu n'en occupes pas. Et puis, je pars aussi du principe que les équipes, elles savent que je suis toujours à leur disposition, prête à aider, et que s'ils ont besoin, ils viendront me chercher sur ce sujet, parce que de toute façon, ils savent qu'il vaut mieux venir me chercher si je peux les aider à gagner, que de dire non, mais je m'en débrouille tout seul et de perdre. Et moi, ce que sont les deux mots qui sont les plus importants dans la façon de gérer et de piloter, et qu'on doit associer, c'est bienveillance et exigence. Donc,
Premier sujet, il faut être exigeant avec soi-même d'abord et avec tout le monde pour atteindre un très haut niveau de performance. Et la façon dont on benchmark le niveau de la performance, c'est est-ce qu'on fait mieux, moins bien que la concurrence. Donc ça, c'est le premier sujet. Et de toute façon, tant qu'on n'est pas à un fort niveau d'exigence et de performance, de toute façon, on va se mettre en danger, où les choses vont pas, ça va créer de la tension, il va y avoir un certain nombre de sujets. Donc il faut être dans cette exigence. Simplement, il faut que cette exigence, elle soit vue comme un moteur, et non pas comme un inhibiteur. Et pour que ce soit vu comme un moteur, il faut que ce soit fait dans la bienveillance. Donc la bienveillance, ça veut dire que vous faites confiance aux gens, vous acceptez qu'ils puissent se tromper, que s'ils se trompent d'ailleurs, ils le reconnaissent rapidement, qu'ils changent d'environnement, si possible pas faire 2 fois la même erreur. Ça se traite de façon différente. Mais que voilà, les gens sachent et que quand ils vont vous voir, vous n'allez pas hurler, voilà, vous allez essayer d'être aussi juste que possible dans vos jugements, dans la façon dont vous traitez les uns les autres, et en particulier dans la façon dont vous vous traitez vous-même par rapport à tout le monde. Je crois que la notion d'exemplarité est de plus en plus importante dans le monde dans lequel nous sommes. Et on voit bien d'ailleurs que tous ceux qui ne sont pas exemplaires ou qui se donnent des passe-droits, à un moment ou à un autre, ils sont rattrapés par la police. Donc si je devais donner aussi quelque chose qui me tient à cœur, aux plus jeunes leaders, c'est voilà, soyez exemplaires, ne demandez pas aux autres quelque chose que vous ne vous appliquez pas à vous-même. Voilà. Ou ne vous appliquez pas à vous-même quelque chose que vous refusez aux autres. Je crois que c'est ça qui est dans... Et je pense que ça sera encore plus important dans le leadership de demain. Voilà, donc ça c'est un premier sujet. Deuxième sujet, moi ce qui me tient à cœur, c'est globalement, c'est que les gens qui travaillent avec moi expriment le fait qu'ils en sont raisonnablement contents. Alors, je ne cherche pas à avoir des courtisans et des gens qui me tirent les pompes, mais ils me disent, voilà, bon ben c'est bien. Moi, je reste avec une vision toujours un peu presque ancestrale du chef. Le chef, c'est celui qui emmène ses équipes à la victoire. Et ça démarre par les tribus des cueilleurs-chasseurs. Et je pense que ça reste toujours vrai. C'est pas les mêmes méthodes, c'est pas le même combat, mais c'est qu'est-ce qu'il faut que je fasse et est-ce que je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour conduire mes équipes au succès. Vous avez noté cette notion d'exigence et que globalement, elles soient fières de ce que l'on fait. Et le succès peut avoir, il est absolument multiforme. Après, c'est à vous de définir quel est le succès. Le succès, ça peut être la performance financière, ça peut être le cours de bourse, ça peut être le fait de battre la concurrence, mais ça peut être aussi parce que vous voulez être absolument exemplaire en termes écologiques, en termes sociaux, en termes de sens que vous donnez à vos équipes. Donc, après, c'est à chacun de définir quel est le succès. Et d'ailleurs, en général, le succès, je vous dis, il est multiforme. Bien évidemment, dans un monde capitaliste, la performance financière donc est une des clés, mais elle ne l'est pas et elle l'est de moins en moins. C'est-à-dire qu'il y a d'autres critères, des critères ESG, qui sont aussi importants. Donc c'est bien de définir, voilà, et en particulier avec l'équipe, voilà, c'est quoi, et si je reprenais encore une image guerrière, c'est quoi la colline qu'on va aller prendre, elle est où, elle est comment, voilà, on le définit, ok. Et le rôle du chef, c'est de s'assurer, non pas d'être le premier avec son étendard, suivez-moi et on va réussir, mais qui fait en sorte que tout le monde y arrive, et par un travail le plus exigeant possible, mais dans lequel l'ensemble de l'équipe contribue à le réaliser. Voilà 2-3 éléments de lecture, et dernier sujet, la performance, ça se juge sur le temps. Et ça, c'est aussi un des éléments par exemple, qui m'avait poussé à quitter IBM, c'est qu'on n'était absolument que dans le court terme. Beaucoup de choses, vous n'avez des résultats que si vous
mettez en œuvre un certain nombre de transformations. Et les transformations, ça demande du temps. Et ça demande du temps pour une raison simple, c'est qu'il faut faire du changement humain et que la gestion du changement, là encore, ça prend du temps. Il ne faut pas être brutal, il faut que les gens comprennent vers où vous les emmenez, qu'ils y adhèrent, il faut être capable de les aider à dépasser leurs peurs. Et donc, c'est pour ça qu'il faut toujours avoir un coup d'avance en disant, voilà, qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans les 24 prochains mois et qu'est-ce qu'il faut que j'initie aujourd'hui pour que ça me permette de commencer à avoir des résultats dans 1 an ou dans 18 mois. Si vous restez collé que sur le court terme, ce qui se passe, c'est que plus ça va, plus ce que vous avez à réaliser est difficile parce que vous n'avez pas le temps de mener à bien ces transformations. Voilà, donc voilà les quelques éléments qui aujourd'hui m'animent, continuent à m'animer. Même si, bien évidemment, je suis plus maintenant dans la phase où je vais léguer ce savoir plutôt que je vais le mettre en œuvre. Et puis après, le dernier sujet, bien évidemment, le dernier sujet, c'est ce qui est aussi très important, et je suis toujours ennuyé lorsque ça se passe mal, c'est il faut savoir réussir sa sortie. Pour le moment, il faut toujours gérer le penser, et surtout, faire en sorte de se dire c'est pas après moi le déluge, c'est comment est-ce que ce que j'ai essayé de bâtir, comment est-ce que tout ça, ça a perduré. Gérer sa sortie, c'est savoir aussi savoir quel est le bon moment pour la sortie. Et je reviens toujours à mon point, c'est au moment où vous vous dites finalement le regard des gens a pu un peu changer, ils me sentent moins comme étant celui qui peut les emmener à la victoire. Voilà. Donc ça fait partie aussi des sujets, et je crois qu'il faut tous qu'on soit très humble par rapport à ça, très vigilant pour trouver le bon moment, et il ne faut pas faire le combat de trop.